thème, c'est la diversification des cultures est-elle la solution? Donc, la question, qui c'est qui boit ou qui mange des produits de la vigne ici? Tout le monde. Vous aussi, hein? Vous buvez du vin? Bon, d'accord. Sinon, mets-le assez bien. Pas du tout, il y en a qui boivent pas du tout. Vous mangez du raisin? Des légumes? Des fruits? Bon, ben, ça c'est fait. Donc je me présente succinctement, je m'appelle Pierre-Yves Petit. Je suis paysan chercheur, nouvellement vigneron. Et je suis à l'origine d'un projet qui s'appelle Vignes en Transition, qui se fait dans le département de l'Hérault, avec un site expérimental à Vic-la-Gardiole, aux Aristiers, dernière vigne avant la mer. Donc c'est moi qui me prendrai le changement climatique en premier avec les bassins qui développent. Voilà, c'est des muscats, Frontignan et Mirval. Donc j'ai quelques questions à vous poser déjà. Pour vous, est-ce que vous avez ressenti les effets du changement climatique ces derniers temps? Oui. Alors le monsieur canicule, Mon jardin a beaucoup souffert. D'accord. Et qu'est-ce qui a le plus souffert dans votre jardin cette année? Les arbres fruitiers. les plantations que j'ai fait en 2017, qui devaient normalement être bien renseignées déjà. J'ai tiré, même si dans mon pays, Ils ont souffert. je vais planter les couragers et Ok. D'autres expériences comme ça, heureuses ou malheureuses dans le changement climatique, je sais pas. Plutôt malheureuses ici. Hein. Donc des arbres qui sont morts, vous avez eu dans les jardins ou pas? Des branches. Là-bas, il y a des arbres Quelques morts. branches. Quelques branches. j'ai un cerisier que j'ai trouvé alors qu'il avait résisté 3 ans. Voilà, un cerisier de 3 ans, 4 crevé. Nous, c'est pareil, un cerisier qui doit avoir à peu près le même âge. Deux cerisiers qui sont partis. De vignes brûlées chez Vanille, là, il y a des vignes, Alors, les vignes brûlées. Hein. Les vignes, selon l'exposition, Il avait arrosé au soufre d'abord. oui, quand ils ont mis le soufre. Quand ils ont mis le Ils ont soufre, arrêté le jour où il a commencé la canicule. voilà. Oui, là, c'est bio. Il y avait des raisins qui ont mis Ouais, alors il y avait des raisins. il avait trop taillé ça. Ils avaient trop taillé la vigne. Ouais. Donc selon comment ils se sont pris, il y en a qui se sont pas mal tirés. J'ai une voisine là qui a mis une bonne couche qui a mis le cheval, elle avait les cheveux chauds, elle aimait la couvert sa vigne avec ça, le bûche et le cheval, et la vigne est magnifique. Donc là, une pratique, hein, c'est quand on met du mulch. Donc le mulch, c'est une couverture de matériaux mous. Hein, c'est un mot anglais, mais qui vient du français au départ. Hein, ça veut dire matériaux mous, quelque chose qu'on met sur le sol. Et donc là, il y a eu du fumier qui a été mis, mais sur le sol, il n'a pas été enterré. Hein. Ça, c'est important, on verra pourquoi. Et là, les vignes étaient magnifiques. Et les grandes feuilles prenaient bien de l'ombre. Les grandes feuilles donnaient de l'ombre. Voilà. Est-ce que, quand on regarde les vignes là dans le secteur, est-ce qu'elles sont taillées et est-ce qu'elles sont comment elles sont, c'est quoi leur corps, c'est quoi leur forme? Alors cette vigne-là, en question, elle était... Enfin, elle n'était pas... Alors cette souche-là, cette variété-là n'était pas sur fil de fer. Sinon ici, c'est palissage. Dans un sens bien précis. Et est-ce que c'est tannier, est-ce que c'est rogné? C'est rogné. C'est palissé et rogné. Vous savez d'où vient cette pratique du palissage et du rognage? Pour les machines. Oui. Alors, en partie, mais pas que ça. Allez-y, monsieur. Voilà, dans les zones nordiques. On nous a amené des méthodes culturelles plus nordiques, on nous a amené par les chambres d'agriculture, c'était la panacée. Et effectivement, ici, la vigne était plantée de 1,50 m sur 1,50 m avec une végétation couvrant le sol. Ça, c'était la culture des anciens.
Et c'était l'expérience qu'ils avaient acquis. Aujourd'hui, on nous a, pour des récoltes mécaniques, pour un travail industriel, quelque part, on nous a amené à ce système-là. Et là, effectivement, moi, ça fait plus de 30 ans ou 35 ans que je constate le changement climatique. C'est pas un fait de cette année. Vous êtes viticulteur? Oui, je suis. Moi, j'ai été vigneron. Vous êtes vigneron. Je vis la première. Donc, cette année, ça me tombe dessus en plus, mais pour moi, c'est quelque chose de quasiment normal. Le réchauffement, il y est. Il était incontestable. À un certain moment, il fallait que le couteau tombe. Ce que lui est tombé. Donc, ça va amener des réflexions. Un peu tardives. Mais bon. Moi, je suis persuadé que ce réchauffement, il ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Je suis persuadé qu'en 2050, la ville en Languedoc-Roussillon aura disparu. Qu'est-ce qu'il y a à la place? Oui, mais après, les couvertures végétales, c'est compliqué à l'agriculture. Oui, mais quand spécifiquement sur la vigne, c'est plus compliqué. Effectivement, c'est la ressource utile du sol. Pour moi, c'est inimaginable qu'on puisse irriguer. Il faut garder les réseaux pour les populations. Mais ce que je voulais dire est quelque chose quand même qui a signifié la forte chaleur, surtout du 28 juin. Ouais. C'était que quand même, quand vous preniez en garrigue, le chêne de Kermès a pris. Ouais. Ça, c'est vraiment. Mais c'est toutes les cultures pérennes qui ont fait, plus que les cultures Annuelles. Ouais. Alors, effectivement, bon, les cultures pérennes ont beaucoup morflé parce que les cultures annuelles, ici, c'est la plupart du temps des cycles d'hiver. C'est-à-dire que quand vous voyez le blé dur, il a poussé pendant l'hiver et il va maturer vers mai et puis il va être récoltable juillet. Mais sa période végétative, il l'a vu passer avec de l'humidité dans le sol. Je l'ai vu cette année parce que j'ai fait des essais d'oignons, de lésignans, entre les rangs de vignes. Et les oignons de lésignans ont relativement bien poussé. J'ai fait des oignons de Tarasac, une variété qui est en train d'être relancée, qui est un oignon qui est plus tardif. Et là, il a craint la sécheresse et il a fait des bulbes comme ça, quoi. Alors que les autres avaient des bulbes jusqu'à 10 cm sans aucun problème. Donc effectivement, les cultures d'hiver, avec le changement climatique, très probablement elles vont s'en sortir, mais tout ce qui est culture pérenne, avec des récoltes estivales, là, ouais, alors faut arroser. Monsieur est pas d'accord. Alors qui est d'accord avec le fait d'arroser les vignes? Vous avez le droit, hein, vous avez le droit d'être d'accord, pas d'accord, tout le monde. Alors voilà, monsieur. Alors vous voudrez arroser les vignes? Oui. Voilà, alors je vais vous demander pourquoi. Je pense que les vignes ont du mal à s'en sortir sans irrigation. Quand on discute avec les vignerons ici, tous pratiquement vous disent on a besoin d'eau pour les vignes. Et cette année, il a plu, au 20 septembre, il y a eu plus 150 mm à Montpellier, alors que normalement il pleut 650 mm. Donc il manquait d'eau. Et si on a un peu d'eau dans des réserves ou dans le sous-sol, on peut l'utiliser pour l'apporter aux vignes. Monsieur? Disons que moi je suis contre. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'épuiser la ressource pour du végétal. Il faudra peut-être d'abord penser à l'homme, et si on peut éviter d'irriguer par des méthodes culturales tout à fait différentes, je pense qu'on pourrait s'en sortir comme ça. Déjà qu'il y a la catastrophe du maïs semence dans la vallée de l'Hérault, on pompe sur la nappe même pas, c'est le canal de Gignac, on sait qu'on est sur la nappe utilisée par la Baronne, ce n'est pas inépuisable. Et un jour, il n'y aura plus rien. Quitte à ce que ça amène un jour des guerres de l'eau, etc., comme on commence à le voir au Moyen-Orient, ça risque de tomber sur la gueule un jour.
c'est très fort, il faut les avoir. Oui, si ça va les sauver. Oui, non, j'ai dit il faut arroser si on veut quelque chose, sinon on n'a rien. C'est sûr que l'eau, c'est quelque chose de précieux. Et je suis toujours étonné. On a passé, j'ai passé avec ma femme 25 ans dans le Gers. On a connu des sécheresses il y a 15 ou 20 ans. Et ils ont fait partout des lacs collinaires. C'est-à-dire que s'il pleut moins, ben, il faut éviter que l'eau ne se perde, quoi. Et si on a des réserves d'eau, on peut les utiliser après. Bon, sinon, l'eau s'en va, puis il n'y a plus rien, quoi. Les ruisseaux ici, tout est à sec l'été. Bon, il faut prévoir ça, quoi. Donc l'eau qui tombe, il ne faut pas la perdre. À mon avis, c'est une des solutions. Alors effectivement, ça pourrait être une solution. Il y a quand même des problématiques par rapport à ces retenues collinaires. C'est qu'il y a un accaparement de l'eau. L'eau, elle est retenue et donc elle n'est plus disponible pour l'écosystème environnant en général. La manière dont c'est fait, hein. Je ne suis pas contre le fait de retenir l'eau, mais on a des systèmes, notamment qui viennent d'Australie. Des personnes comme Alfred Parseval et Homans ont créé des systèmes de récolte de l'eau de pluie. Parce qu'en Australie, ils ont les mêmes problèmes, 6 mois de sécheresse, et puis ils ont 6 mois où il y a des grosses pluies. Donc c'est pareil, hein, ils voyaient l'eau passer, et puis des grosses sécheresses pendant les périodes hivernales. C'est inversé là-bas. Alors lui, il a réfléchi non plus en tant que bassin de rétention, mais en tant que bassin d'infiltration. Alors, il y a une partie de l'eau de ces bassins qui peut être utilisée pour de l'irrigation, mais il y a au moins un tiers, voire la moitié de l'eau, qui va s'infiltrer dans le sol et recharger les nappes phréatiques. Et du coup, dans ces zones, dans les zones où les personnes ont fait ce genre de travail, on voit que les niveaux des nappes phréatiques remontent. Hein, ils font des mesures piezo régulièrement. Voilà. En Inde, où il y a des pratiques un peu similaires de récolte de pluie sur les montagnes rocheuses. Ils ont des montagnes qui sont, vous voyez, comme il y a de la mousson, quand ils ont des montagnes granitiques ou schisteuses, il n'y a quasiment pas de végétation dessus. Donc ça, c'est un énorme rocher, quasiment à nu, et donc ça fait, quand il pleut là-dessus, bien sûr, l'eau, elle ruisselle. Donc ils récupèrent ça, ils mettent ça dans des bassins d'infiltration, et alors que ces systèmes avaient été abandonnés quand ils ont créé les grands réseaux d'irrigation à partir du Gange et du Brahmapoutre, en fait, les paysans se sont déplacés vers les zones irrigables et ont abandonné ces zones sèches, mais avec l'augmentation de la population, il se trouve que forcément il y a des gens qui vivent encore sur ces zones sèches. Il y a un ingénieur qui a retrouvé les anciens systèmes, il a d'abord vidé les anciens bassins d'infiltration de tous les sédiments qui étaient à l'intérieur, plus il en a recréé d'autres. Au départ, il a essayé de faire participer les villageois, mais les villageois ont dit non, mais ça marche pas. C'est un vieux truc. De toute façon, les Anglais ont dit que ça marchait pas, donc ça va pas marcher. Et juste la première année, en débouchant un bassin qui devait faire peut-être, vous voyez, la surface de 3 ou 4 fois la tente, il y avait un puits dans le village, et ce puits s'asséchait systématiquement 2 mois dans l'année, et ce puits ne s'asséchait plus. C'est rechargé. Voilà. Donc le bassin collinaire, pourquoi pas, mais pas n'importe comment. Voilà. L'idée, la vigne, est-ce qu'elle a besoin d'eau? Alors c'est réputé être une culture sèche. J'ajouterais par rapport à l'eau, on oublie le phénomène de la qualité des sols aujourd'hui, qui s'est énormément dégradé. Franchement, les méthodes tueuses de la vie du sol, les pesticides, les herbicides, on se retrouve avec des sols nus toute l'année, si bien que même la bonne tenue des villes et des parcelles, c'était d'avoir un sol nu sans herbe du 1er janvier au 31 décembre. C'est une aberration agronomique. Et je pense que dans le contexte viticole actuel, le remède que je voudrais essayer de proposer, c'est de revoir les méthodes agricoles actuelles, comme le sol, pour que ce sol retrouve de la
mettre ça. Il faut laisser un ventilateur massif. Parce que ça, c'est un problème pour la ressource que ça représente. Parce que c'est un site colossal. Je pense qu'un sol qui peut Il va falloir parler plus fort avec la musique. Ah oui, c'est bien. Obilus Corona, le degré des sols plus à résister à la sécheresse. Alors oui, alors il y a les semées de l'herbe. Alors effectivement, monsieur disait tout à l'heure qu'il y a des pratiques qui viennent du nord. C'est vrai que moi j'étais dans le sud-ouest pendant très longtemps. Et donc effectivement, dans le sud-ouest, il y a des vignes très hauts. Hein, on peut avoir des vignes quasiment à 2 mètres. On appelle des vignes en hautain. Ça vient d'anciens systèmes où on palissait les vignes dans les arbres. Parce que les vignes, ce sont des lianes, c'est ce que vous savez tous. Et ça s'accroche. Et donc, nous, on essaye de les retenir le plus bas possible pour pouvoir les récolter facilement à la main. Mais en fait, le fil de fer n'a fait que remplacer la branche de l'arbre. Hein, vous voyez alors, c'est vrai que dans le sud-ouest, il pleut beaucoup et de manière plus fréquente qu'ici. Et donc, si on a une strate herbacée importante avec une retenue d'humidité vers le bas du sol, d'ailleurs, moi-même, je me souviens en Dordogne très souvent, je passais dans des prairies à la tombée de la nuit, j'avais la brume jusque-là. Donc, c'était pour éviter que la grimpe ou la feuille soit dans la brume, voilà, pour éviter les maladies. Ici, avant, on avait toujours des vignes basses, relativement basses, le plus ouvert possible. Chez moi, avec la Gardiole, on a des vignes qui sont relativement basses et ouvertes. En plus, c'est une variété qui a tendance à donner des grappes assez bas, donc muscat petit grain. Donc ça va très bien. Et effectivement, cette année, alors que beaucoup de personnes ont brûlé, nous, on a très très peu brûlé. Et là où on a brûlé, c'est quand il y avait des manquants et qu'il y avait un pied qui était un petit peu tout seul au milieu d'une zone pierreuse. Là, effectivement, entre les pierres qui sont assez blanches, qui reflètent la lumière, plus la chaleur qui remonte du sol, là, autant on avait une sensation peut-être 44, machin, je pense que là, les vignes, elles ont dû monter à plus de 50. Enfin, le ressenti, 50 ou plus. Donc là, ça devient énorme. Tous les endroits où il y a eu de l'herbe, où j'ai laissé l'herbe, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a eu un souci de rendement dû au fait qu'il n'y ait pas d'humidité dans le sol suffisante, mais il y a eu une récolte quand même. Donc, la réflexion de certains vignerons, c'est de se dire, oui, mais moi, je veux une récolte, je veux tout le temps la même récolte chaque année. Donc, si par exemple, on me permet d'avoir 28 quintaux hectares, je veux mes 28. Si c'est 55 quintaux hectares, je veux mes 55. Voilà. Alors, surtout quand on est viticulteur et pas vigneron, c'est-à-dire qu'on cultive la vigne et on vend le raisin à la cave coopérative ou à des négociants. Là, on a intérêt à travailler sur la quantité. Vous voyez alors que si on est vigneron et qu'on fait son vin, on peut jouer sur le prix du produit. Hein, on peut jouer sur les stocks. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut déstocker un petit peu plus si l'année précédente était meilleure. Voilà. Donc, effectivement, ça implique d'avoir une autre réflexion, d'autres réflexions en amont. Effectivement, si on prend l'eau, on accapare l'eau, on la prend, elle peut manquer. Mais je pense que c'est plus un problème de gestion au niveau même départemental. C'est-à-dire que la gestion de l'eau, à partir de ressources d'eau de pluie ou de ressources de source, devrait se faire à l'échelle, ce qu'on appelle de la biorégion. La biorégion, c'est quoi? Vous prenez la ligne de crête là, de la vallée de l'Hérault, voilà, et tout le bassin versant devrait être réfléchi à partir de maintenant, parce qu'on arrive dans des problèmes de pénurie d'eau, avec des systèmes de captation de l'eau de pluie, d'infiltration de l'eau de pluie. Parce qu'effectivement, on sait tous que quand il y a des épisodes Cévenol, il suffit d'aller au Gros d'Agde, hein, et puis alors, ça file. Ça file. Il n'y a pas besoin d'autant d'eau à ce moment-là. Par contre, on a besoin de cette humidité pendant l'été. Donc il y a toute une réflexion à avoir. Après, il ne faut pas aller trop loin. Ma compagne, je ne sais plus où elle est, Béatrice, elle est là, qui travaille sur les problèmes du littoral. Raconte une histoire, c'est qu'à l'heure actuelle, il commence à y avoir des personnes qui disent que l'eau qui arrive à la mer, c'est de l'eau perdue. Comme si que la mer n'avait pas besoin d'eau douce. Comme si qu'il n'y avait pas une eau saumâtre qui se créait là, et comme si qu'il n'y avait pas des poissons qui
voilà, des crustacés, etc., qui avaient besoin de ce système-là, de cet écosystème, pour pouvoir... Vous vous rendez compte? L'eau qui arrive à la mer, c'est de l'eau perdue. Hein? Voilà, le Colorado arrive plus à la mer, le Jourdain et j'en passe, hein, donc il y a plein de... Même en Espagne, voilà, il y a effectivement des fleuves qui n'arrivent plus à la mer, quoi, qui sont complètement asséchés avant. Hein. Et ça, c'est l'idée de l'irrigation. Hein. Quand on parle d'arroser, vous savez, arroser, c'est mettre de la rosée. Hein, c'est mettre un petit peu d'eau. C'est un petit peu d'eau. Quand on est passé au système d'irrigation, c'est pas un petit peu d'eau qu'on a commencé à mettre. C'est beaucoup. Il faut savoir que l'irrigation amène d'autres problèmes. Alors ici, pour l'instant, ces problèmes, on les a pas trop. Et si on continue à aller vers des années où, comme cette année, on est en dessous de 300 mm de pluie, on va avoir des problèmes de salinisation qui vont arriver. Parce que on arrose avec de l'eau qui contient des sels minéraux, le sol sèche. Vous avez tous vu ça, hein, dans vos pots de plantes d'appartement, vous arrosez avec de l'eau calcaire et puis au bout d'un moment, au-dessus c'est blanc. Vous voyez? Ça c'est la salinisation. Donc si on va vers des périodes où on a des sécheresses, on a des 300 mm, comme on l'a eu il y a 2 ans, comme on va peut-être l'avoir cette année, et qu'il n'y a pas des gros épisodes pluvieux pour lessiver toute cette salinité, on va saliniser nos sols. On va y arriver. Hein. On va y arriver. Donc, il y a d'autres choses qui ont été proposées, notamment d'utiliser l'eau qui a déjà été utilisée. On a plus des villages ici, avec des systèmes d'épuration, et derrière, il y a de l'eau qui sort. Alors, est-ce qu'elle est suffisamment bonne pour l'irrigation? Ça dépend de ce qu'il y a dedans en sortie. Et ce qu'il y a dedans en sortie, ça dépend de ce qu'on y met dedans. Voilà. S'il y a des déchets d'industrie, s'il y a des déchets de peinture, s'il y a des déchets, etc., il peut y avoir des métaux lourds à l'intérieur. Et là, c'est problématique. Donc ça demande des microfiltrations, ça se fait, mais ça a un coût. Donc, pour le viticulteur ou le vigneron, c'est ça de plus à dépenser. Alors que, bon, on est à la limite d'une crise viticole, là. On y arrive. Hein, il y a beaucoup d'exploitations qui serrent la ceinture. C'est pas évident de se dire, bon, ou alors qu'est-ce qu'on va faire? On va demander de nouvelles subventions? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Je pose la question. Hein. Peut-être que dans certains cas, c'est possible. Peut-être que dans certains cas, c'est pas cher. Mais dans la plupart du temps, c'est le contribuable qui paye, de toute façon. Voilà. Donc, parce que vous aviez posé la question tout à l'heure, le cycle de la vigne. Oui. Il faut qu'à la sortie de l'hiver, il y ait un stock nécessaire d'eau, ce qu'on n'a pas eu cette année. Oui. Et avec 2 pluies ou 2 orages, autour du 14 juillet et du 15 août, la récolte se fait. C'était la tradition, mais c'était une réalité. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus près? Et quand on a ceci, comme on l'a eu l'an dernier, il n'y a pas eu de difficulté de sécheresse. Ce qui veut dire qu'à la sortie de l'hiver, il faut trouver une solution pour faire de plein du même commun. Alors, il ne faut pas arroser continuellement, hein, parce qu'aujourd'hui on est... Alors, les préconisations, alors il y a des essais qui ont été faits dans l'irrigation à l'INRA de Pêche Rouge. C'est donc l'eau qu'il faut un petit peu avant la véraison, donc au moment où le raisin commence à mûrir. C'est 5 cm d'eau vue sur la totalité de la parcelle. Ça fait, je sais plus, 150, 100 par mètre, ça fait 50 litres par mètre carré, quelque chose comme ça, hein, c'est ça. Voilà. Donc il faut ça au minimum pour pouvoir assurer une récolte normale. Hein. Donc ça peut paraître pas énorme, mais 50 litres multipliés par 10 000, ça commence à faire, ça c'est pour un hectare. Si on en a 10, c'est encore plus. Voilà. Alors, l'humidité, quel est le plus gros réservoir d'humidité, d'eau, qui soit à notre disposition? Oui. Oui, il y en a qui le savent déjà. C'est le sol.
Donc tout à l'heure, madame parlait de rush, de couverture végétale. Donc effectivement, si on a un sol couvert avec quel que soit le matériau, on va dire, parfois ça peut être juste des pierres. Hein, dans les sols très pierreux, on fait remonter les pierres pour pouvoir, avec cette espèce de rupture de capillarité, pour éviter que l'eau remonte. Là, l'eau peut rester. Voilà. Alors vous allez me dire, s'il y a de l'enherbement, s'il y a de l'herbe sur le sol, hein, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui sèment de l'herbe, etc. Est-ce qu'il va y avoir concurrence en eau? Est-ce que l'herbe va absorber l'eau et puis la laisser à la vigne? Comment ça se passe? Il y a des variétés d'herbes qui sont poussantes au printemps, par exemple, l'hiver et au printemps, mais qui, au moment de la chaleur s'installe, sèchent, ne consomment pratiquement plus d'eau. Elles sont pérennes éventuellement, ces plantes, et elles repartent à l'automne quand il y a de la pluie, et après elles repartent à l'automne. Donc, la période où la vigne est demandeuse d'eau pour assurer le fonctionnement de la plante et la maturité du dessin, pas une concurrence très notoire de la ressource en eau. C'est la vigne qui est privilégiée parce qu'on a facilement profond. D'autant plus qu'à la période où ces plantes sèches, on les roule, et on passe un rouleau dessus de façon à les écraser, et ce qui fait une protection supplémentaire contre la chaleur et l'évaporation. Je crois que vous avez dit que quand ces plantes sont sèches, hein, donc on pourrait le faire quand c'est sec, mais c'est dommage, parce qu'il y a un autre cycle, hein, dans la vie il y a plein de cycles. Il y a le cycle de l'eau, il y a aussi le cycle de l'azote, le cycle du phosphore et tout ça. Si j'attends trop longtemps et que mes plantes sèchent, toutes les réserves d'azote vont partir dans les graines pour fabriquer les protéines qui vont permettre à la graine ensuite de pouvoir germer. Donc si on met ça au sol, il ne va pas y avoir de retour d'azote à l'automne. Vous savez qu'en ce moment-là, il n'y a plus. Et si vous regardez des herbes, si vous avez coupé par exemple des herbes, ne serait-ce que même du gazon, ou si vous avez fauché du foin et qu'il y a encore du foin au sol, le foin là, il est en train de devenir noir. Hein, donc il est complètement envahi par des champignons, des cyanobactéries et d'autres micro-organismes qui sont en train de le manger. Et à ce moment-là, il commence à y avoir une restitution au sol, notamment grâce à certains champignons. Il suffit juste qu'il y ait de l'humidité, même si c'est pas, comment dire, si le sol n'est pas humide, trempé, vous voyez, il suffit qu'il y ait de l'humidité pour faire repartir cette vigne. Hein, et cette humidité, elle est entretenue à l'heure actuelle, quand il n'y a pas de vent, par les rosées matinales. Ça suffit à certains champignons, les gloméromycètes, c'est des champignons microscopiques, qui viennent remonter du sol, aller envahir cette matière organique qui est en surface, récupérer les éléments minéraux, azotés, etc. qui sont là-dedans, le restituer au sol, voire le restituer à la plante à côté, notamment aux vignes. Donc c'est effectivement important de garder de l'enherbement pour plusieurs choses. Il y a l'histoire de la sécheresse, c'est-à-dire le rayonnement solaire qui arrive sur le sol. Je vous mets au défi d'enlever les chaussures un été comme on vient de passer et de marcher dans un sol de vigne. Hein, on n'arrive pas à marcher, c'est trop chaud. Donc vous imaginez, le sol monte à plus de 60 degrés. Hein, c'est énorme. Si on fait une couverture végétale, le sol il peut monter à 35-40 degrés, mais ça ne va pas flasher. Donc, est-ce qu'on a un problème d'eau ou est-ce qu'on a un problème de gestion de l'humidité? On a un problème de gestion de l'humidité, quoi. Alors, voilà. Alors, question de perméabilité des sols. Est-ce qu'on a des sols, à votre avis, dans la région, en tout cas en agriculture conventionnelle, mais même aussi en agriculture biologique, est-ce qu'on a des sols suffisamment poreux? Et comment on le voit? Quand on a un sol qui n'est pas poreux, comment on sait qu'il y a un sol qui n'est pas poreux? Il y a un ruissellement intense quand il y a des pluies et un peu intense. Voilà, essentiellement. Il y a des sols qui n'ont pas de structure, et l'humus étant le facteur essentiel de la structure du sol. Ça produit du lessivage, donc tout ce qui est bon, ça me... Voilà. Donc deux choses. Il y a ruissellement. Donc le ruissellement, on voit ce que c'est. Hein. C'est l'eau qui n'arrive pas à pénétrer dans le sol et qui ruisselle en surface. Hein.
c'est pas le ruissellement, c'est pas la restitution de l'argent, vous savez, que les riches ont et puis que nous, les pauvres, on en profite. C'est pas ça. Ça, c'est Macron, ça, c'est pas... ça, c'est en aparté. Donc, la première eau qui va tomber quand il fait sec, le premier orage, il y a une toute petite partie de l'eau qui va pénétrer dans le sol, hein, si jamais il y a un orage, un gros orage, un orage de 5 cm. Il va y avoir entre 5 mm et 1 cm d'eau qui va pénétrer le sol, si on a un sol en pente en général, comme beaucoup qu'on a sur les coteaux ici. Et puis le reste, ça va partir. Hein. En partant, ça amène quoi, hein, les particules les plus fines, l'argile qu'il y a dedans, amène les limons avec eux. Les limons vont commencer à amener le sable avec eux. Les sables vont amener les graviers, puis les graviers les cailloux, etc. Et puis on se retrouve avec des ruissellements, carrément presque voilà, des ornières dans les vignes. Donc ça, il y a... Récemment, je suis allé faire une formation vers Cahors. Et donc c'est une formation sur l'enherbement, enfin c'était pas vraiment une formation, c'était une discussion entre viticulteurs sur les problématiques d'érosion et les problématiques aussi de couverture végétale. Et je leur ai posé la question, mais pourquoi vous enherbez vos vignes? Première réponse, tout le monde avait ça, parce qu'avant, on avait des problèmes d'érosion et on avait des problèmes d'embourbement des tracteurs. Donc, c'est bien. Il y a 20 ans, 30 ans, je me souviens, j'étais dans cette région, je taillais les vignes à Bergerac, j'entendais ce discours-là. C'est le même discours qu'il y a 30 ans. Et là, 2 objectifs qui sont atteints. Oui, mais l'objectif économique, ils ne sont pas arrivés, et l'objectif écologique, ils ne sont pas arrivés à le toucher avec l'enherbement, alors qu'ils auraient pu. Mais ils se sont arrêtés seulement à la chose, ok, la terre part plus, c'est bien. Les tracteurs s'enfoncent plus, c'est bien. Mais le reste, on ne s'est pas posé la question si l'herbe, ça pouvait avoir quelque chose à faire avec de la fertilité. Parce que l'herbe, c'est l'ennemi. Hein? Les mauvaises herbes. Ah. C'est... Alors que c'est un auxiliaire. Alors. Ennemi ou auxiliaire, qu'est-ce qui différencie un ami d'un ennemi? La saison. En général, philosophiquement. L'interaction, la relation qu'il va y avoir entre les deux. Les îles, comme ça. L'interaction qu'il va y avoir entre les deux, il y a des choses qui sont compatibles et d'autres pas. Voilà, il y a des choses qui sont compatibles et d'autres pas. Le type de relation. Voilà, le type de relation. Il y en a un qui nous veut du bien, l'autre qui nous veut du mal. Il y en a un qui nous veut du bien, l'autre nous veut du mal. Ça, c'est pour les êtres humains, donc il y en a qui nous veulent du bien. On a tous entendu parler des symbioses. On a tous entendu parler du parasitisme. Hein, les symbioses, c'est l'association de 2 êtres vivants voilà, qui vont mettre leur énergie en commun, voilà, qui vont s'échanger des éléments, qui vont s'échanger des informations, etc. Le parasitisme, c'est qu'il y a... Voilà, il y en a un qui vit au détriment de l'autre. Il y a un scientifique dont j'ai oublié le nom, qui a dit un jour, le parasitisme, c'est une symbiose non achevée, qui n'est pas arrivée. Alors, c'est vrai qu'il y a une question de relation, hein, qui se passe. Tout bon paysan d'une certaine époque, avant l'époque de la grande mécanisation et de l'industrialisation, se devait de vivre en symbiose avec son environnement. Se devait. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, parce qu'on sait que Rome il a disparu parce que les domaines ont trop grandi. Hein, et Pline l'Ancien disait ne laissez pas les grands domaines tuer Rome. Il disait à César. La symbiose. L'herbe. L'herbe qui commence à se décomposer sur le sol avec une humidité suffisante et des micro-organismes qui commencent à être opérationnels restitue
en extrayant de la plante des éléments fertilisants, et restituer à la terre, c'est un phénomène de symbiose qui s'opère. Alors, je vais répondre à cette question. Est-ce qu'un mort peut être en symbiose avec un vivant? Je voudrais dire que c'est l'homme qui doit être en symbiose avec la nature. Et à partir de là, on peut mener toute la vie des sols. La vie des sols, quand on parle de l'herbe, on connaît en tant que paysan, on connaît la bonne herbe et la mauvaise herbe. C'est toujours la bonne herbe qui gagne sur la mauvaise herbe. Et là, on remet l'équilibre, parce que tout est sur le plan de l'équilibre. Et la vie de la vigne, c'est l'équilibre. Alors là, vous arrivez à quelque chose sur lequel je voulais arriver puis que j'ai perdu en route. C'est que le bon paysan, c'est un homme en symbiose. C'est un homme en symbiose avec son environnement. Il sait lire son environnement. Il a une lecture de son environnement. Hein? Ces lectures dans l'environnement, cet apprentissage de la lecture de l'environnement, il se passait de père en fils, mère en fille, etc. Père en fille aussi, etc. Ça passe. Voilà. Pendant les 3 dernières guerres mondiales, j'en mets 3, hein, parce qu'il y a les guerres napoléoniennes qui étaient pas mal aussi, pas mal de monde. Il y a eu qui c'est qui partait au front? Les paysans, les artisans, ceux qui savaient faire. Voilà, ceux qui avaient des pratiques, ceux qui avaient des connaissances. Ceux qui sont restés, qui ont survécu, ce sont les ingénieurs. Hein, ceux qui savaient manier le béton, ceux qui savaient manier la ferraille, ceux qui savaient manier les explosifs, etc. Tout ça, ça a donné l'agriculture industrielle telle qu'on la connaît d'une part, et d'autre part, ça a créé l'oubli des si bonnes pratiques. Alors bien sûr, il y a toujours quelques personnes, il y en a toujours quelques-uns qui revenaient, quelques-uns qui restaient, les enfants qui avaient vu qu'eux, etc. Des personnes un petit peu plus intuitives que les autres et qui observaient leur environnement. Mais là, l'observation, le travail d'observation des cycles de la vie, des cycles du sol, ça a été donné à qui? Voilà, aux scientifiques. Voilà. Et ces scientifiques, forcément, comme ils étaient essentiellement dans l'analyse, dans la dissection des choses, hein, avant de savoir quel est quelles sont toutes les herbes qui sont là, il va falloir que je les détermine les unes après les autres. Mais en les déterminant les unes après les autres, je peux oublier qu'elles vivent ensemble. Donc cette compréhension de l'ensemble, c'est pas un scientifique dans sa laboratoire en analysant une maladie et en disant voilà la recette pour détruire cette maladie. C'est pas ça qu'on cherche. Hein? Ce qu'on cherche, c'est à savoir pourquoi cette maladie elle a apparu. Et qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle n'apparaisse pas? J'ai entendu une scientifique, Véronique Chable, qui travaille à l'INRA, dire lors d'une réunion sur les semences paysannes, dire il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie des végétaux. Oui. Pas de maladie des végétaux. Elle dit oui, il y a que des conditions. Donc c'est à nous de faire en sorte de ne pas créer des conditions pour que nos végétaux soient malades. Alors pensez-vous que de mettre des végétaux en ligne, alors des végétaux de la même espèce, de la même variété, du même clone génétique, c'est le même individu, hein, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, on fait tout le début, à la dernière vigne, c'est le même clone génétique. Il n'y a quasiment pas de modification génétique. Il y en a un petit peu parce qu'à chaque année, il y a un tout petit peu, très légère modification. Comment voulez-vous que dans un univers concentrationnaire comme ça, puisse ne pas arriver de maladie? On l'a vu dernièrement sur le kiwi. Le kiwi, c'était une plante super, pas besoin de la traiter. Une plante zéro traitement. À force de les mettre dans un univers concentrationnaire, des hectares et des hectares de kiwi, puis un sac dedans, il y a une maladie qui a fini par... il y avait une ressource qui était super abondante, puis il y avait peut-être une maladie qui était là sur une plante d'à côté, et puis là voilà qui s'adapte, et puis qui vient manger cette ressource. Hein? On le voit avec les frelons asiatiques. Vous avez vu beaucoup de frelons asiatiques cette année? Ça, t'en as vu beaucoup? Énormément. Moi, dans mon endroit, j'en ai pas vu. Moi, un peu moins aussi. Un peu moins. Hein? Il y en a un petit peu moins cette année. Il y a des phénomènes comme ça qui arrivent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez il y a plein d'abeilles, les frelons asiatiques arrivent,
groupe, il se multiplie. Et puis il y a toute la faune autour là qui commence à réfléchir à comment je peux utiliser cette ressource-là. Hein, et puis qui commence à les manger. Donc les oiseaux qui commencent à les manger au stade du nid, là, à la fin. Puis même au début, là, quand les mésanges commencent à les manger, quand ils font le nid primaire, etc. Et il y a d'autres parasites qui commencent à arriver, et des virus, etc. Voilà. Donc, tout ça pour arriver à l'idée de observer les phénomènes naturels pour s'en inspirer et pour créer des agro-écosystèmes. Hein, les écosystèmes, tout le monde sait ce que c'est. Un système agraire, tout le monde sait ce que c'est. À peu près tout le monde sait ce que c'est. Un agro-écosystème, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'un agro-écosystème, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait tout dedans. Ok, il faut qu'il y ait des vignes, il faut qu'il y ait de l'herbe, il faut qu'il y ait une variété d'herbes, il faut qu'il y ait des herbes cultivées, mais aussi peut-être des herbes sauvages. Il faut peut-être qu'il y ait des haies. Hein, il faut qu'il y ait des arbres fruitiers. Et puis il y a les grands oubliés. C'est quoi les grands oubliés là-dedans? Les animaux. Ok. Qui c'est qu'il y a des pratiques avec des animaux ici? Moi je les mange. Comment vous utilisez est-ce que vous utilisez vos animaux dans votre jardin par exemple? Oui, moi j'ai les poules et les ânes. Plus près alors. Les ânes, quand je taille mes arbres fruitiers, moi je les mange. Et fumer des poules aussi. Et les poules, j'ai beau à les confiner, et elles promènent toujours partout dans le jardin. Moi je quand même un certain nombre d'insectes, etc. Alors ça permet peut-être de... Est-ce que vous n'avez pas forcément de comparatif pour savoir si ça a mieux équilibré ou pas, mais ça a l'air plutôt bien? J'ai toujours fonctionné comme ça. Ouais. Et, les ânes me semblent utiles parce que ça y est, ça m'ennuie un peu parce que je peux pas protéger les arbres qui attaquent, alors là je dois un système. Et sinon je pense combiner les animaux avec les cultures, c'est bien si c'est bien géré. Ah, voilà. Merci. Donc voilà, on arrive à la question de la gestion. De l'herbe pas gérée, ça peut être catastrophique pour un vignoble. Hein, si on laisse le cycle de l'herbe arriver jusqu'à son terme, l'herbe elle va monter, les herbes d'hiver, vous voyez, la folle avoine. Hein, des trucs, ces grandes herbes là, qui poussent pendant l'hiver, c'est super au printemps, et puis ça sèche. Voilà. Vous avez 3-4 cycles comme ça de folle avoine, et vous voyez la fertilité globale de votre verger ou de votre vigne qui descend. Pourquoi? Parce que c'est... Alors, pardon? Donc, j'ai entendu qu'il faut passer du rebroyeur ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, effectivement, pour les questions d'azote, de restitution d'azote, de phosphore, etc., il faut les broyer ou bien les coucher, les écraser au moment où elles sont vertes. Alors ça peut être fait par des rouleaux, hein, les fameux rouleaux FACA. Mais avant que les rouleaux existent, est-ce qu'il y avait des pratiques pour écraser l'herbe? Voilà, on peut y envoyer les moutons. Alors ici, le mouton, c'est très connu. Hein. Le mouton, tout le monde parle de moutons, etc. Est-ce que vous connaissez Didier Barral? Voilà. Oui. Ce monsieur, donc c'est un vigneron, biodynamiste. Et donc dans les années 90, il a mené toute une réflexion sur les cycles des végétaux et les cycles des animaux. On sait qu'ils sont liés. Il s'est posé la question comment je peux effectivement mieux gérer l'herbe, vu qu'il a été un des premiers à enherber dans son coin. Tout le monde lui dit mais t'es un fada. Il a commencé à mettre des moutons. Il dit mais t'es un fada, mais fada quoi. Voilà. Et puis il dit mais les moutons ils vont bouffer la vigne. Mais bien sûr qu'il enlevait les moutons au moment où la vigne est bourrée, il les mettait dans des parcours, il les nourrissait, puis l'hiver il les remettait. Hein, pas de souci. Puis après, il s'est dit, mais le mouton, ok, mais c'est pas le seul animal. Les biodynamistes pensent beaucoup aux vaches. Vous savez, les écrits de Steiner, la vache est très présente. Hein. C'est inspiré des Védas indiens. Donc la vache, c'est quelque chose de sacré. Et c'est vrai que
si vous mettez une vache dans un pré, vous allez voir la fertilité globale du pré, c'est-à-dire l'herbe, pousser davantage. Je me suis dit, si l'herbe pousse davantage et que j'écrase l'herbe au bon moment, il y aura davantage de restitution au sol. Hein, alors, il a mis d'abord des chevaux, d'abord des moutons, ensuite des chevaux, et puis quand il a mis les vaches, alors il a vu son système exploser, ça a été génial. Voilà. En plus de ça, il s'est rendu compte qu'en mettant les vaches, donc juste après les vendanges, un petit peu après les vendanges, que les vaches mangeaient non seulement les feuilles restantes, mais mangeaient aussi les branches. Pas jusqu'au bout, juste le bout des branches. Donc en fait, la moitié de la branche. Hein, la moitié de c'est pré-taillé. Donc après pour les tailler, c'est beaucoup plus facile. Et les bouts de branches sont transformés en bouses, qui sont directement mangés par tout un tas de bousiers. C'est le cycle dure à peu près 10-15 jours. Et après, qu'est-ce qui se passe? Assimilation par les vers de terre. Voilà. Alors moi j'ai fait l'expérience cette année, j'ai mis les chevaux dans la vie. Et donc j'ai regardé les cycles des bouses. Regarde, qu'est-ce qu'il fait monsieur? Regarde les bouses. Donc on voit il y a des coléoptères qui arrivent, qui commencent à exploser la bouse en morceaux, etc. Et puis la bouse commence à sécher un petit peu, et puis là, je vois des turicules de vers de terre. Vous voyez ce que c'est les turicules? C'est une espèce de petites montagnes que font les vers de terre quand ils ressortent. Et les turicules, mais rouges sang, rouge pétant, voilà, comme ça, rouge. Je dis waouh, mais ça c'est de l'argile de profondeur, ça. C'est pas de l'argile de surface. Alors qu'il y a quasiment que des cailloux à cet endroit-là. Hein, j'ai une déclivité entre le plus haut de la parcelle et le plus bas que d'1 mètre sur 150 mètres de long. Que d'1 mètre. La calotte, il n'y a plus d'argile. Il n'y a que de la caillasse. L'argile, elle s'est déposée dans le fond. C'est vous dire les années de travail du sol, d'érosion. L'argile, elle est plus là. Pourtant, dans ces endroits super caillouteux, les vers de terre remontent de l'argile. Hein, donc, voilà, il faut rééquilibrer le sol avec des apports végétaux et des apports de fientes animales. Hein, voilà. Je voudrais poser une question. Monsieur, il y a une question. Par rapport au fait qu'on est dans des sols chauds, est-ce que le fumier de vache convient mieux que un fumier froid par rapport à du mouton ou de la fiente? Et que dans d'autres sols plus au nord en France, voilà, la vache, oui, je comprends la question. Donc, est-ce que la vache... oui, alors, c'est vrai que moi, quand je pense à la vache, je pense, le premier truc, c'est la Normandie. Hein. C'est les grands herbages, c'est bien vert, etc. S'il y a beaucoup de vaches en Normandie, c'est parce que la ressource en herbe est importante. Quand je regarde les anciens écrits de la région, notamment l'écrit de Louis-César Casalis, donc, qui était un agronome, qui a 200 ans a créé le vignoble que je reprends. Il y avait tous les animaux possibles dans cet endroit. C'était une ferme viticole. Hein. Il y avait 50 ouvriers là-dessus, c'était sur 300 hectares, il y avait 50 ouvriers à nourrir. Donc il y avait toutes sortes d'animaux qui étaient là. Il y avait des moutons, il y avait des vaches, il y avait de tout. La vache a toujours existé dans ce climat-là. On pense que la vache, oui, mais non. La vache, une fois qu'il n'y a plus d'herbe à manger, qu'est-ce qu'elle fait? Elle broute les buissons. Hein, ça a toujours été quelque chose qui était connu par les paysans. Ils allaient sur les chênes, couper des branches, voilà, partout. Voilà, couper des branches et puis ça tombait au sol. Les vaches mangeaient les feuilles et puis les bouts des branches, etc. Et tout ça, ça revenait au sol. Donc effectivement, peut-être que les Holstein ne seraient peut-être pas les bienvenus ici. Hein, mais on peut très bien avoir des vaches qui sont adaptées. Vous allez en Corse, vous avez des vaches qui sont adaptées à des climats qui sont un peu plus hauts qu'ici. Vous allez de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez des vaches. Voilà. Vous allez en Inde, vous avez des endroits semi-arides, il y a des vaches. Vous allez en Afrique, au Sahel, il y a des vaches. D'ailleurs, la vache en Afrique, à l'heure actuelle, il existe des systèmes qui s'appellent le pâturage holistique. Un monsieur qui s'appelle Alan Savory qui a découvert ce système. Parce qu'il était écologue et il a été amené à gérer un problème de désertification dans un parc national.
Donc il s'est dit, waouh, il y a un problème. Donc ils sont allés avec quelques collègues essayer de comprendre ce qui se passait. Il y avait 40 000 éléphants dans ce parc. Ils se sont dit, c'est les éléphants qui sont en train de tout saccager. Il y a trop d'éléphants. Donc on va diviser la population par deux. Ils ont tué 20 000 éléphants. Les années suivantes, les phénomènes de sécheresse et d'érosion ont augmenté. Waouh, il s'est dit là, on a fait une connerie. On va peut-être essayer de comprendre ce qui se passe. Donc du coup, vous vous souvenez tous des reportages, pour les plus anciens, les reportages de Frédéric Rossif. Hein, alors qu'est-ce qu'on voit toujours on voit des troupeaux de gnous qui arrivent, et puis derrière les gnous il y a des zèbres, puis derrière les zèbres il y a des antilopes, etc. Et puis derrière, autour de tout ça, il y a des lions qui viennent essayer de bouffer tout ça. Donc les animaux sont grégaires. Vous voyez pourquoi ils sont grégaires? Ils sont grégaires parce qu'ils sont ceinturés par des animaux qui ont envie de les manger. Par les grands prédateurs. Nous ici les grands prédateurs on n'en a plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met des clôtures pour pas que les animaux, et puis on les laisse pâturer, etc. Et puis quand ils ont tout bouffé, on va les passer dans une autre parcelle, et puis ils vont tout bouffer, etc. en une autre parcelle. Mais le problème c'est que ça crée du surpâturage. Et les surpâturages ici, dans nos zones méditerranéennes sèches, donc avec des environnements qu'on appelle friables, un surpâturage, ça crée une désertification. Et on a déjà eu des périodes de désertification ici. Saint-Guillaume le désert, tout ça. Si vous prenez des photos, vous avez vu des photos de l'ortus, des photos de la... n'importe quelle région, le Thorac par exemple, tout ça. Des anciennes photos c'était du rocher à nu quasiment. Maintenant, il y avait plus un arbre. Tout a été charbonné, tout était surpâturé. Il n'y avait quasiment plus rien. C'est à cette époque qu'on a créé le service forestier obligatoire, etc. Donc les gens étaient obligés d'aller planter, d'aller replanter, parce que sinon il y avait des érosions énormes, il y avait des villages qui partaient en... Voilà. Les chèvres ou autre chose. Si on regarde le système naturel, on revient dans notre Serengeti là-bas, et puis on regarde comment nos animaux se déplacent. Donc ils sont grégaires, l'herbe est haute comme ça, ils arrivent au moment où l'herbe est en fleur, donc attention. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que c'est le moment où l'herbe est la plus nourrissante. Et puis ils vont en manger une certaine quantité, mais comme ils ont les prédateurs au cul, ils avancent toujours. Donc ils en mangent une certaine quantité, peut-être un tiers, ils écrasent le reste. Donc le reste étant écrasé, il y a des gousses dessus, il y a des oiseaux qui arrivent et qui mangent les gousses. D'abord il y a les bœufs qui passent, ensuite il y a les équins qui passent, ensuite les antilopes, etc. Ce fameux Alan Savory se dit, mais si on crée un système agricole qui est basé sur cette observation, il l'a fait. Et partout où il l'a fait, et là maintenant c'est des millions d'hectares qui ont été faits, qui sont gérés comme ça en Afrique, il n'y a plus d'érosion, il n'y a plus de désertification, il y a le stock de carbone, on va dire d'humus, qui augmente dans le sol, il y a plus d'infiltration vu que maintenant il y a des plantes. Donc quand il pleut, l'eau rentre dans le sol, donc les nappes phréatiques se rechargent, etc. Donc on était dans un système qui était vicieux, on arrive dans un système vertueux. On peut très bien faire ça aussi dans nos vignes. Voilà. Comportement les animaux, côté à une partie, de coucher une autre partie, et là c'est le compteur. Voilà, alors c'est à nous d'observer la nature, parce que peut-être que le système du Serengeti ne marche pas ici, mais peut-être que si. En tout cas, Didier Béral y arrive très bien, ça marche très bien. Il y a même des cochons à la fin pour finir le système, s'il veut retourner un petit peu là, les herbes un petit peu trop embêtantes là, entre les vignes, il balance les cochons, puis ça se passe très très bien. Voilà. Donc vous voyez ce qu'on peut faire. Si on a dégradé les terres la plupart du temps par ignorance, on peut aussi être ceux qui vont réagrader le sol, réaméliorer le système. Je ne pense pas qu'il n'y ait que la pas du gain, parce que je ne pense pas que, voilà, si on veut être, en tant que paysan, il y a le gain, je veux dire, faut faire autre chose, quoi. Je veux dire, je sais pas s'il y a pas énormément de paysans super riches, quoi. Il y a ceux qui ont des très grosses terres, mais ils sont riches par d'autres phénomènes, par les redistributions de l'argent par la PAC, etc. Mais voilà, je ne pense pas que ce soit il y a peut-être quelques agriculteurs, exploitants agricoles, entrepreneurs agricoles qui ont peut-être cette vision de l'argent. Je ne pense pas que ce soit la vision première. Je pense que l'ignorance, elle est à la base de tous ces problèmes-là. C'est pour ça que avec Vignes en Transition,
on fait des cycles de formation hein, avec des intervenants extérieurs, agronomes, des praticiens aussi, des viticulteurs, voilà, qui ont mis des pratiques en place, qui ont amélioré le système. Et donc je reviens à le thème de la discussion, de la table ronde, là, c'est le changement climatique étant là, qu'est-ce qu'il faut faire pour réinverser le cycle hein? Là, on dégage trop de carbone, d'accord? Quel est le plus gros stock de carbone qu'on ait sur Terre? Le plus gros puits de carbone qu'on peut trouver et le plus facilement accessible? La mer, le sol et le sol. Et oui, c'est l'humus. Hein? L'humus, si on le concentre dans le sol, ben, c'est du dioxyde de carbone qui est passé par une plante, qui est passé par des micro-organismes et qui maintenant est stocké pour longtemps dans le sol. Donc on se doit en tant qu'agriculteur, en tant que viticulteur, de remettre de l'humus dans le sol. Hein? Donc on peut utiliser des tas techniques. Il y a les enherbements, il y a des choses beaucoup plus rapides que ça. Là, à l'heure actuelle, je suis en train d'expérimenter du mulch avec des broyats végétaux. Vous voyez, les broyats végétaux, on amène tous nos déchets dans les bennes, dans les déchetteries. Il y a des entreprises ou des collectivités publiques qui broient ça et se retrouvent avec des montagnes et des montagnes de broyats. Ils en compostent une partie et puis une partie qu'ils donnent aux agriculteurs. Il suffit de les appeler, de dire bon voilà, j'ai une parcelle disponible, c'est accessible pour vos camions, est-ce que vous pouvez venir déposer? Et ils viennent déposer. Voilà. Donc moi j'ai récupéré cette année, là je dois avoir plus de 60 tonnes, je vais en récupérer 60 autres tonnes de broyats que je commence à... Ah, il vous les dépose là, il vous les met là, hein, on vous les met en tas, hein, il vous les épand pas dans le champ, hein, il ne faut pas tout ce travail là. Donc ça, voilà. Voilà. Après, il y a ce problème de se dire, ah oui, d'accord, moi je me retrouve avec un gros tas de compost, je ne sais pas comment l'épandre, si je n'ai pas de machine. Donc il faut que je pense à quelle machine ou que je trafique des machines pour pouvoir l'épandre. Voilà, parce que là, pour l'instant, je l'ai fait à la benne et puis à la fourche. Au bout d'un moment, les articulations, elles commencent à prendre mal. Hein, voilà. Donc, mais ça se réfléchit. On peut travailler en cumin, on peut travailler en partenariat avec d'autres vignerons pour faire le travail pénible. Là, je mets alors je fais des essais 10 cm, je vais faire des essais 20 cm, je vais faire des essais 30 cm. Des essais 30 cm, je les ai fait sur des petites parcelles. 30 cm de broyat végétal, donc tout végétaux, hein. Attention, c'est pas que du bois, hein. C'est pas le BRF, hein. C'est pas le bois ramé à le fragmenter, c'est une technique très particulière. C'est un mélange tout végétaux, il y a de l'herbe, il y a des feuilles, il y a des branches, il y a des troncs, il y a des morceaux comme ça, je récupère pour la cheminée. Au printemps ou en automne, vous avez des tas de micro-organismes qui viennent, notamment des cétoines. Alors, les cétoines, ce sont des espèces de scarabées qui viennent pondre à l'intérieur. Il y a des cloportes, il y a des vers qui s'y mettent de toutes sortes, etc. Ces 30 cm, au bout de 4 mois de période humide, il y a plus de 10 cm. Voilà. Donc, une espèce de terreau en dessous. Et ce terreau, il est bourré de vers de terre. Hein, plusieurs types de vers de terre. Vous avez des vers de terre de grande profondeur qui viennent chercher ça. Mais surtout les vers de terre qu'on appelle les endogés. Ce sont des vers qui tournent un petit peu sur les premiers 20 cm du sol. Hein, qui sont en train de bouffer tout ça. Il y a les plus profonds, les anestiques. Puis vous avez les espèces de vers du compost, des petits vers rouges là, très vigoureux là, en surface, voilà, qui sont les vers épigés. Qui sont en train de malaxer cette matière. Là, on a fait un essai à la Maison de l'Environnement, sur une toute petite parcelle. On a eu 5 cm de mélanisation du sol. Alors la mélanisation, c'est quand le sol devient sombre, noir. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'humus dedans. Donc juste en mettant le broyat en surface, 5 cm ont été incorporés et ont changé de couleur, sont devenus bruns en 4 mois. Tu l'as mis à quelle période? On l'a mis au mois de mai. Voilà. Moi, j'y connais rien, mais je me pose une question. Est-ce que ces systèmes, qui semblent très performants, ne peuvent pas fonctionner avec l'agroforesterie? Oui. Alors, l'agroforesterie, il y a un gros travail qui est fait à l'heure actuelle, notamment par l'Association française d'agroforesterie. L'agroforesterie met à plus de temps. Hein. Alors, mais par contre, ça demande moins d'énergie. Pour broyer des grosses quantités de matériaux, comme ça, il faut quand même beaucoup d'énergie. Donc il y a quand même
un effet de déstockage de carbone important, mais il y aura quand même un effet de stockage de carbone dans le sol quand même important aussi. Donc il va falloir faire les calculs, il va falloir que je fasse les calculs pour savoir si le bilan carbone est intéressant. L'agroforesterie, tout le monde connaît ou pas, non? Mélanger les arbres et les cultures. Donc l'agroforesterie en France, ça se fait comme ça, grosso modo. Vous avez une parcelle, par exemple, d'1 hectare. Elle est coupée en 10 parcelles de 10 arbres chacun. Et elle est coupée par des lignes d'arbres. Voilà. Donc la plupart du temps, ce sont des arbres à bois. Parce que l'agriculteur, il cherche à faire quand même, voilà, et rentabiliser. Donc, il y a plusieurs espèces qui sont mises, notamment des noyers. Alors on dit que sous le noyer, rien ne pousse, mais c'est pas vrai. L'agroforesterie a prouvé que sous le noyer, à part certains noyers américains, et encore, du Polonia, par exemple, c'est une plante qui pousse très très vite, il suffit il faut des sols un petit peu humides. Voilà. Et puis, mais souvent, c'est une seule espèce, vous voyez. Donc oui, ça améliore le système, mais c'est beaucoup plus lent. Il y a des systèmes qui sont beaucoup plus rapides que ça. Notamment un système qui s'appelle l'agriculture syntropique. C'est un sud-américain. Je vais me rappeler son nom, j'ai oublié, ça va me revenir. Bon. Qui a mis ce système en place. Alors là, il y a des rotations de plantes. Donc on va mettre des plantes annuelles, on va pas mettre des plantes bisannuelles, on va mettre des buissons à pousse rapide, et ces buissons à pousse rapide, on va les élaguer, on va mettre des arbres à pousse rapide qu'on va élaguer, et au bout d'un moment, clic, on va même couper les troncs et mettre tout ça au sol. Donc là, on va se retrouver avec beaucoup de matière organique. On n'enfouit pas la matière organique, on la laisse en surface, et là, on a une amélioration du système beaucoup plus rapide. Vous voyez ? L'agriculture syntropique. Ouais, syntropique, c'est un monsieur qui s'appelle Ernst Gotsch. Ernst Gotsch. Voilà. Si vous regardez l'agriculture syntropique sur internet, vous trouvez syntropique. L'entropie, vous savez, c'est la dispersion de l'énergie dans le cosmos. La syntropie, c'est pas syntropie, la syntropie, c'est le contraire, c'est la concentration du système. Voilà. De faire en sorte que, et c'est un des principes de permaculture, alors on n'avait pas utilisé ce mot jusqu'à maintenant, c'est d'utiliser toute l'énergie dans un minimum d'espace. Vous voyez, vous avez du fumier, si vous avez une benne de fumier et que vous la mettez sur 1 hectare, il va y avoir un petit effet sur cet hectare-là. Si vous la mettez sur 10 mètres carrés, là il va y avoir un effet. Et vous allez produire plus sur les 10 mètres carrés que sur l'hectare. Voilà, c'est ça l'idée. Il faut mettre le pâté. Bon, je crois qu'on arrive à la fin du temps imparti. Donc ça va se poursuivre, on va prendre un quart d'heure de repos, je pense, enfin voilà. Et puis on va poursuivre la table ronde avec, on a quelques professionnels qui sont là et les autres aussi, qui sont les bienvenus autour de la table pour une discussion peut-être plus informelle. Oui.